All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine plus court que d'habitude sur Star Citizen. Lundi, la première question de l'émission Calling All Devs a été posée à Chad McKinney et a porté sur un bug rapporté il y a quelques semaines déjà et qui a été appelé le bug de la balle de golf. Après avoir retiré tous vos vêtements via l'application de gestion de l'équipement sur votre Mobiglass, si vous décidiez de relancer votre Mobiglass et cette application, il y avait un petit temps de latence le temps que l'application se charge. À ce moment-là, cliquer plusieurs fois d'affilée sur le bouton de sauvegarde vous faisait disparaître et après reconnexion, vous étiez transformé en balle de golf. C'était pas la première fois que ça arrivait. Si dans leur base de données, pour une raison ou une autre, les données d'un joueur concernant son équipement étaient mauvaises ou incomplètes, les données chargées lors de sa réapparition étaient du coup pas bonnes et ça faisait planter complètement le chargement du corps du joueur. Ce bug n'a pas été trouvé par l'équipe QA dans un premier temps car il était plus facilement reproductible sur des serveurs avec beaucoup de joueurs. En fait, Chad McKinney explique que le problème a pu se produire pour plein de raisons. Le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs sur le serveur, plus le fait de spammer le bouton de sauvegarde d'équipement du Mobiglass qui envoyait plein de requêtes de sauvegarde au serveur, il y a un moment où les données transmises et ou reçues ont été corrompues et ont été sauvegardées comme telles. Donc ils ont normalement corrigé ce bug dans la 3.0.1, mais si j'ai bien compris, pour le moment, c'est avec des solutions vite fait bien fait, car selon lui, une solution plus complexe pourrait introduire encore plus de bugs. Ils empêchent désormais le clic sur le bouton de sauvegarde tant que l'équipement n'a pas été changé, et empêchent le clic plusieurs fois d'affilée tant que le serveur n'a pas répondu, ou au bout d'un certain temps, ce qui aurait dû être fait dès le départ à mon avis. Il explique aussi que ces solutions mises en place sont un peu des rustines à la va-vite pour ne pas créer plus de bugs avant de partir sur le développement d'une solution plus complexe. J'aurais bien aimé aussi qu'il parle de comment il compte vérifier l'intégrité de ces données côté serveur, mais ou bien c'est peut-être pas de son ressort, ou bien c'est justement ça la solution plus complexe. La deuxième question pour Matt Sherman concernait la décoration interne des vaisseaux, sachant que c'était un des objectifs du projet. Alors c'est un sujet qu'il garde en tête, même si c'est pas une priorité, mais il essaie de penser à ce qu'il pourrait faire. Il y aura par exemple des items pour décorer les tableaux de bord, des figurines et peut-être des pendules réagissant au mouvement du vaisseau. Il y a bien aussi les plantes de nos hangars, mais je sais pas si ça sera installable dans nos vaisseaux. Par contre, le ventilateur du Cutlass sera de retour, mais sera pas au même endroit. La troisième question pour Paul Reindal concernait les plans de CIG concernant une API. Une API, c'est-à-dire une interface de programmation, c'est la partie d'un programme qui va lui permettre d'offrir des fonctionnalités à un autre programme. En l'occurrence, la question c'est, est-ce qu'il y a un projet d'API pour Star Citizen afin de pouvoir accéder à certaines données du jeu et les utiliser notamment sur des sites web communautaires? La réponse est oui, mais comme l'architecture des données du jeu n'est pas encore bien définie, ils vont pas commencer à bosser sur une API pour ça. Paul répond quand même que parmi les choses récupérables via cette API, on pourra trouver des trucs comme la liste des armes et les vaisseaux d'un joueur donné. Question ensuite à John Crew concernant les projets pour le Redeemer et on apprend que ce vaisseau n'est pas du tout une priorité. Ils en ont pas besoin dans l'univers persistant, ils en ont pas besoin dans Squadron 42, donc ils sont même pas sûrs de travailler dessus en 2018. En fait, ils savent pas vraiment quoi faire avec ce vaisseau, s'ils doivent en faire une canonnière ou un vaisseau de débarquement. Dernière question pour Luke Presley, quand est-ce que Tessa Bannister reviendra? Cette PNJ donneuse de mission est passée un peu en arrière-plan à cause du travail sur Miles Eckhart et Ruto. Ils ont enregistré des nouvelles lignes de dialogue pour elle, mais ils attendent d'avoir de nouvelles mécaniques de gameplay comme le scan avant de la réintégrer aux différentes missions du jeu. Ensuite, je vous ai dit que cette vidéo serait plus courte que d'habitude et voilà pourquoi. Mardi, la vidéo sur le lore nous a présenté le système Kellogg et c'est un système qui a déjà été présenté il y a tout juste un mois sous forme de lore post sur le site. Donc je vais pas tout répéter et je vous conseille plutôt d'aller voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet, dont le lien est dans la description. Et mercredi, il n'y a carrément pas eu de vidéo, donc on passe directement à la Round the Verse de jeudi. Récemment, les principaux efforts du studio de Manchester se sont concentrés sur la sortie du patch 3.0.1, sur ce qui était pas prêt pour la 3.0, sur les performances et sur la constitution d'équipes de travail inter-studio afin d'assurer plus de cohésion et éviter les allers-retours de plusieurs semaines entre les différents corps de métier des différents studios. Le patch 3.0.1 est venu du bug de la balle de golf expliqué précédemment et qui était bloquant. Ils se sont dit du coup que c'était une bonne opportunité pour y intégrer une vingtaine de correctifs concernant entre autres l'allocation des vaisseaux et le rééquilibrage des boucliers. Il travaille en ce moment sur la modularité des hangars, plus précisément sur la phase white box, afin de déterminer la taille des différents éléments pour ces hangars. La modularité est nécessaire car les mêmes assets serviront aussi bien pour les hangars sur les stations spatiales que sur les planètes. Ça confirme au passage ce que disait Luke Presley il y a quelques semaines, les plateformes d'atterrissage sur les stations spatiales, ou bien elles seront accompagnées de hangars, ou bien elles seront plus là du tout. En tout cas, dans l'espace, on accédera à ces hangars par l'avant, et à la surface des planètes, ça sera par un toit ouvrant. À mon avis, un peu comme sur Levski. Il prévoit aussi des hangars, je cite, de taille gigantesque, et je serais pas surpris que ce soit le début de la fin pour les mécaniques d'amarrage. Concernant l'équipe de création d'armes, ils sont en train d'en faire plusieurs, mais ils nous ont surtout parlé du R97, un fusil à pompe où ils parviennent pas encore à faire ce qu'ils veulent. Contrairement au Devastator, un autre fusil à pompe qui tire des salves de plasma, le R97 tirera des balles et permettra de modifier la dispersion des projectiles.
L'équipe en charge de l'interface graphique fait principalement des corrections de bugs sur les applications du Moby-Glass, de gestion des vaisseaux et d'équipement, et comme les choses sont bien faites, ce qui est corrigé sur l'une l'est automatiquement sur l'autre. La première itération de la customisation des personnages avance bien et permettra de modifier le visage, la coiffure, ainsi que la couleur de peau, des yeux et des cheveux, mais ils doivent encore décider quand et combien de fois on pourra effectuer ces changements. La suite de l'émission a parlé de l'équilibrage des armes. Comme dans n'importe quel jeu, l'équilibrage, c'est une tâche très complexe, qui est jamais finie. Mais en plus, pour l'équipe en charge des armes, lorsqu'ils étudient un problème d'équilibrage remonté par les joueurs, c'est mettre le doigt dans un engrenage qui n'en finit pas. Ils vérifient d'abord si le comportement décrit est cohérent avec ce qui est prévu. Ils doivent ensuite vérifier si les données saisies concernant les armes sont correctes, même si grâce à Dataforge, ce genre d'erreur de saisie arrive moins souvent. Si rien d'anormal n'est constaté, ils doivent creuser plus loin. C'est peut-être pas les données des armes qui sont mauvaises, mais peut-être celles des vaisseaux, des boucliers, des armures, des composants de vaisseaux. Et comme toutes ces données rentrent en jeu au moment du calcul des dégâts, en modifier une revient parfois à chambouler tout le reste de l'équilibrage. Ça vient peut-être aussi d'un lag réseau, il y a peut-être aussi pas de problème de données, mais le son, l'interface graphique ou les effets spéciaux réagissent peut-être suffisamment mal pour qu'on ait l'impression qu'une arme déconne. Mais comme utiliser une arme contre une cible, c'est le point de départ de l'interaction joueur contre joueur, c'est souvent à cette équipe qu'on rapporte des problèmes qui se cachent en fait ailleurs. Bon, à part ça, leur objectif, c'est évidemment de s'assurer qu'aucune arme soit trop puissante ou pas assez, et que tout le monde ne se retrouve pas à jouer avec une composition d'armes reconnue comme étant la meilleure. Il travaille aussi sur une interface pour permettre aux joueurs de juger des caractéristiques d'une arme afin de mieux faire son choix, et il prévoit aussi de développer un ou deux autres types d'armes en plus des armes balistiques, énergétiques et à distorsion. L'émission a aussi parlé, un peu en même temps, de l'équilibrage des vaisseaux au niveau de leur blindage. Pendant longtemps, les vaisseaux avaient juste une barre de santé dépendante de la taille du vaisseau. Désormais, ils ont toujours une santé, mais une partie de cette santé a été supprimée et remplacée par une autre valeur virtuelle, celle du blindage. Le blindage agit comme un facteur de réduction et comme c'est un composant du vaisseau, il aura une classification en fonction du groupe auquel le vaisseau appartient. Le blindage d'un vaisseau civil, par exemple, pourra absorber 10% des dégâts reçus, tandis que celui d'un vaisseau militaire pourra en absorber 30 ou 40. C'est pour ça qu'un Gladius encaissera mieux, par exemple, qu'un vaisseau de la série 300. Les deux font la même taille, ils ont à peu près la même barre de vie, mais le Gladius a un blindage de qualité militaire. Il y aura bien sûr des ajustements au cas par cas. Le Hornet et le Super Hornet sont assez similaires, mais le Super Hornet aura évidemment un blindage de qualité supérieure. Faire du blindage un composant de vaisseau à part entière leur permettra aussi d'y appliquer des caractéristiques spécifiques. Sur le Hornet Ghost par exemple, c'est son blindage qui aura une caractéristique furtive qui le rendra difficilement détectable et accrochable par des missiles. Faire du blindage un coefficient de réduction des dégâts leur permet aussi d'ajuster la résistance d'un vaisseau de façon plus propre qu'avec une simple barre de santé. On apprend par exemple qu'un vaisseau identique, celui d'un PNJ pirate lambda, aura un coefficient de blindage moins important que celui d'un joueur. Vendredi, l'émission Reverse the Verse est revenue sur le même sujet avec encore une fois John Crew et Andrew Nicholson. Ils ont expliqué que tout ce que je viens de vous dire sur l'équilibrage du blindage, c'est l'état actuel des choses. À long terme, les vaisseaux n'auront pas de barre de santé artificielle. C'est les composants des vaisseaux qui auront tous une intégrité et en les détruisant en tirant sur le vaisseau, vous finirez par l'immobiliser. Donc en pratique, durant un combat, à moins de parvenir à détruire le générateur du vaisseau, celui-ci explosera pas. Une fois les boucliers et le blindage traversés, les composants internes subiront des avaries et ce sera à l'équipage de faire des réparations, rerouter la puissance, sans quoi le vaisseau finira par rester en un seul morceau mais sera incontrôlable, ce qui sera beaucoup plus optimal pour l'aborder et en récupérer la cargaison par exemple. Donc tout ça c'est leur plan, mais avant d'en arriver là, ils doivent passer par des étapes intermédiaires, et du coup en attendant, on a une barre de vie qui simule la santé des vaisseaux. À ce sujet, John Crew a aussi fait un petit rappel sur la future classification et les futurs grades des composants des vaisseaux. Les composants pourront faire partie d'une de ces 5 familles et avoir un de ces 4 grades de qualité. Concernant ce qui a été dit tout à l'heure sur le Hornet Ghost, Disco Lando a demandé comment on pourrait voir qu'un vaisseau est furtif. John Crew a expliqué que ce sera grâce au scan. Scanner un vaisseau prendra du temps et petit à petit on récoltera de plus en plus d'informations sur le vaisseau scanné, et un vaisseau furtif sera justement plus long à scanner que les autres. On pourra aussi s'en douter en constatant des signatures thermiques et électromagnétiques plus faibles que d'habitude. Samedi, CIG a mis à jour son planning pour la sortie de la 3.1. Au niveau des bonnes nouvelles, la tâche de personnalisation de nos avatars a bien avancé, la tâche sur les dégâts des vaisseaux est en phase de finition, et la tâche consistant à développer un système d'appel de détresse à destination des autres joueurs a été déplacée de la 3.2 à la 3.1. Par contre, on constate que le bind culling n'a pas avancé. Et pour finir cette semaine, le projet vient de franchir la barre des 178 millions de dollars. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Un gros merci à Star Pirate News pour avoir parlé de ma chaîne, ça fait vraiment plaisir, merci les mecs. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien citoyens.